En manchette ce soir, premier budget de Mark Carney. Les Canadiens font face à un déficit record. Très peu de choses semblent démontrer de l'ouverture ou un respect même de la démocratie. Des refuges pour animaux forcés de fermer leurs portes. Et des vétérinaires se mobilisent à Rouyn-Noranda. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. C'est sûr que l'économie, c'est un enjeu majeur, là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Là, je pense que tout le monde en arrache un peu à différents niveaux. C'est surtout au niveau du logement. OK, oui. Vous pensez que c'est temps que le gouvernement dépose le budget de l'argent pour le logement? Oui. J'en ai plein, là, mais j'ai pas tellement confiance. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. Comme vous venez de l'entendre, la population avait des attentes face au budget du gouvernement fédéral. On parle d'un déficit record de 78 milliards de dollars. Et avec tout ça, Olivier, la région aura droit à sa part du gâteau. Oui, absolument, Anthony, puisque les industries qui sont touchées par la guerre tarifaire se voient attribuer 12 milliards de dollars. On parle de la forêt, de la pêche ou encore de l'agriculture. Il y a également la défense qui, elle, comptera de son côté sur 58 milliards de dollars. C'est par ailleurs le secteur qui obtient la plus grande part du budget avec pas moins de 40 %. De plus, un fonds de 50 milliards est octroyé à chaque province pour la mise en chantier d'infrastructures comme des hôpitaux. Et au niveau du logement, ce sont 13 milliards qui seront débloqués pour permettre la construction de nouvelles habitations. De son côté, le député bloquiste Sébastien Lemire salue l'effort du gouvernement avec son premier budget. Il croit toutefois que les investissements pour la région auraient pu être plus conséquents. J'aurais aimé qu'on mise davantage sur la transformation des ressources à proximité de nos sites, qu'on ajoute la valeur ajoutée, qui va créer de véritables emplois durables à ce moment-là. Et c'est vrai pour l'industrie forestière, c'est vrai pour l'industrie minière, c'est vrai pour l'industrie agricole. Comment on crée des emplois durables en région? C'est par la transformation. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'outils sur la transformation. On veut miser sur l'exportation, mais l'exportation, la ressource, on n'en est plus propriétaire si on l'envoie ailleurs. Bon, une fois que ça s'est dit, Olivier, comme mentionné plus tôt, le déficit est à un niveau, oui, jamais vu. Effectivement, on parle de 78 milliards pour la prochaine année. Toutefois, selon les projections, les déficits pourraient s'amoindrir à 57 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années, soit 2030-2031. Bref, pour l'instant, les dépenses demeurent plus élevées que les revenus. Pour Sébastien Lemire, la hauteur des déficits aura son impact pour le futur des Canadiens et les employés de la fonction publique. Pour moi, ce qui est générationnel, c'est l'ampleur du déficit, 78 milliards, c'est des chiffres auxquels on s'attendait et c'est énorme. Et cet impact-là va avoir énormément de conséquences. On parle d'abolir des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires. Bien, à chaque fois que le gouvernement libéral s'est engagé à économiser sur le dos des fonctionnaires, bien, ce qu'on a vu, c'est des dizaines de milliers de fonctionnaires de plus qui sont là. Le Bloc se réunit ce soir en caucus dans le but de décider s'il y aura appui ou non du budget. Parfait, c'est noté. On suit le tout. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et justement, la question du jour, on vous demandait, est-ce que le contexte économique actuel, notamment en raison de la guerre tarifaire, justifierait, selon vous, un déficit fédéral de près de 100 milliards de dollars? Vous avez répondu non à 73 %. Et sur un autre sujet maintenant, des refuges pour animaux de la région se voient forcés depuis quelques semaines de fermer leurs portes au public en raison d'un important manque de personnel. Un reportage de Zachary Desrosiers. À Amos, le refuge Le Cœur sur 4 pattes doit temporairement fermer ses portes en raison d'un manque de personnel. Une situation qui complique le travail alors que de plus en plus d'animaux ont besoin d'aide. Ça fait un petit peu plus là, que 2 semaines qu'on a dû fermer au public seulement. On n'est pas fermé en tant que tel, c'est vraiment au niveau du public. Fait que c'est sûr que de répondre à la demande des citoyens au niveau des services comme les médailles, les adoptions, les entrées de nouveaux animaux, c'est plus difficile. Malgré tout, les soins se poursuivent au refuge.
De nombreux chats y sont hébergés en permanence, un volume qui augmente avec les baisses de température. Donc, présentement, on a toujours une moyenne de 100 à 150 chats en permanence ici. Surtout à ce temps-ci de l'année, on en retrouve plus vu que l'automne s'en vient. L'hiver, les gens ils les voient là, se créer des nids là, à la chaleur, souvent dans leur cabanon, proche de leur garage, sous leur galerie, etc. Puis à l'automne, il y a beaucoup aussi de reproduction au printemps. En raison de cette fermeture, le personnel doit travailler plus d'heures qu'à l'habitude et certains animaux demeurent au refuge plus longtemps que prévu. Très difficile pour nous, c'est très brise-cœur aussi dans le sens où les chats peuvent plus vraiment être adoptés pour une période X. Donc, on sait qu'ils sont, si on veut, coincés ici pour un temps un peu plus long. Au lieu de faire une journée normale de 8 heures, là, on fait des journées de 10, 12, 14 heures par jour. C'est sûr qu'on aimerait mieux que les chats aient des maisons avec des foyers, familles unies et tout ça pour la vie. Mais présentement, la priorité, c'est vraiment les soins, les traitements. Malgré tout, les Amossois sont d'une grande générosité dans cette situation. Le refuge forme présentement quelques employés et les citoyens sont là au besoin. Vraiment, on a fait des affichages de postes, puis le fait qu'on est fermé, là, on a plein de gens qui sont venus à notre secours, si on peut dire. Donc, qui nous ont écrit, si vous avez besoin, on est là. Fait qu'on a eu beaucoup de réponses positives. Fait qu'on est vraiment contents parce que les gens, on voit que les gens sont là pour nous, puis ils sont là pour la cause. Surtout, c'est ça qui est important, c'est d'être là pour la cause. Nous, notre but, c'est vraiment de sauver le plus d'animaux possible, de leur donner une deuxième chance. Puis la population est vraiment derrière nous, donc c'est vraiment agréable. L'organisme à but non lucratif compte réouvrir leurs portes à la population partiellement d'ici quelques jours. D'ici là, les gens sont invités à continuer de donner de leur temps, de la nourriture et des fonds pour soutenir leur mission. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Et du côté de Rouyn-Noranda maintenant, les travailleurs syndiqués de la clinique vétérinaire Cuivre et Or affiliés à la CSN se sont mobilisés devant leur milieu de travail ce matin. Depuis le mois de leur accréditation syndicale en février dernier, les techniciennes en santé animale sont sans contrat de travail. Elles dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, notamment le salaire, la qualité des soins et l'épuisement subi. La CSN a pour objectif d'en arriver à une entente avec l'employeur avant Noël. Bien, à vrai dire, on a déjà eu 6 séances de négociation dans les dernières semaines. On en aura 2 autres là, la semaine prochaine. Et ce qu'on espère, dans le fond, c'est qu'avec le message qui a été passé ce matin, avec la mobilisation qui s'est tenue là, devant l'hôpital vétérinaire Cuivre et Or, bien, que le message des travailleurs soit entendu et que l'employeur revise sa position par rapport aussi du balisage du travail de fin de semaine. Puis il ne faut pas non plus oublier qu'on prépare le terrain, évidemment, pour après ça la négociation des aspects monétaires qui nécessairement là, auront peut-être un besoin de mobilisation supplémentaire. Mais ce matin, vraiment, ce qu'on a senti sur le terrain, c'est que les travailleuses, elles sont mobilisées, elles sont impliquées dans leurs négociations, puis elles veulent que ça progresse. Et toujours à Rouyn-Noranda, au lendemain de l'annonce de Glencore qui a commandé un plan de fermeture pour la fonderie Horn, les réactions et les spéculations continuent d'alimenter les discussions. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda se veut toutefois rassurante, malgré l'incertitude qui plane sur l'avenir de l'usine. Selon son président, Stéphane Brown, il reviendra à Glencore de confirmer ou non la fermeture des installations. Il rappelle que la pérennité des emplois demeure une préoccupation constante, non seulement pour la fonderie, mais pour l'ensemble des secteurs économiques. C'est certain que c'est jamais plaisant d'entendre des choses comme ça. Par contre, ça l'a été, encore une fois, là, ça a été sorti en grande trompe là, pour pas grand-chose. M. Chapadeau l'a quand même très bien résumé. Là. Il y a eu une demande pour de la planification, mais autre que ça, là, c'est à Glencore à se justifier là-dessus. Il n'y a pas de fermeture d'annoncer à ce qu'on sache. Si Glencore a des annonces à faire, ils les feront eux-mêmes. Mais pour l'instant, on ne fait que spéculer sur tout. Il y a toujours de l'inquiétude pour les emplois dans n'importe quel domaine, que ce soit la fonderie, que ce soit n'importe quelle entreprise. S'il y a de la publicité négative qui se fait, il y a toujours de l'inquiétude pour les emplois. Les élections municipales sont chose du passé, excepté à Rapide-Danseur en Abitibi-Ouest, où l'élection de dimanche s'est conclue sur une égalité entre les deux candidats à la mairie. Jean-François Boutin et Christiane Guillemette ont donc obtenu le même nombre de votes, soit 87 voix chacun. La loi prévoit qu'un recomptage judiciaire doit être réalisé afin d'assurer qu'aucune erreur n'ait été commise lors de la comptabilisation. Si l'égalité se confirme, un juge devra tirer au sort afin de déterminer le prochain maire.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Isabelle Rivet. J'ai écrit avec ma mère Francine Turbide la pièce Nos mères meurent et nous n'y pouvons rien. Et je suis avec Jeannie Lapierre, interprète dans le spectacle. Restez avec nous parce qu'après la pause, on vous parle de ce projet-là qui joue maintenant dans la région. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Une nouvelle offre d'hébergement a ouvert ses portes à Amos. L'auberge La Ricaneuse loue 6 chambres meublées pouvant accueillir des travailleurs, étudiants ou tout autre voyageur. Chaque chambre dispose d'une salle de bain privée et une grande cuisine tout équipée. Un salon et un bureau sont des aires communes offertes pour les locataires. La propriétaire Caroline Dufour a investi près de 400 000 $ pour ce projet. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Et au Culturel Justine, le Théâtre du Tandem et le Théâtre des Béloufés présentent cette semaine la pièce « Nos mères meurent et nous n'y pouvons rien ». Exactement. Anthony, écrite par Isabelle Rivet et sa mère Francine Turbide. La pièce est un récit de vie poignant et lumineux qui nous fait voyager à travers l'héritage de la colonisation abitibienne par les Madelinots. On y découvre aussi le deuil blanc d'Isabelle qui voit sa mère disparaître dans la démence. C'est une histoire vraie, touchante, à découvrir absolument. En fait, c'est une pièce dans laquelle il y a deux personnages. Le personnage de la fille qui a à peu près notre âge, puis la maman qui est dans la soixantaine. C'est vraiment une histoire c'est un lien mère-fille dans un moment où la santé cognitive de la mère décline. Donc, on pourrait dire que c'est une histoire, oui, de disparition, mais j'aurais envie de dire que c'est plutôt une histoire de transmission, puis de beauté des liens, puis de la beauté de la vie. Ouais. Tu m'as mentionné tout à l'heure que tu as écrit la pièce avant d'écrire le livre qui est sorti maintenant en librairie. C'est comment tout ce processus-là d'écriture d'une pièce de théâtre? Je dirais que ça s'est imposé à moi comme un processus. J'ai vécu personnellement dans ma vie le décès de ma mère, mais aussi son accompagnement dans un moment où sa santé cognitive, justement, déclinait. Donc, c'est des bouts de texte que j'ai commencé à écrire. En même temps, j'ai commencé à trouver des bouts de texte qu'elle avait écrit aussi, puis j'ai mis ça ensemble. Puis je dirais que pourquoi c'est un élan plus dramaturgique en premier, c'était parce que c'était dans le cadre du festival du Jamais lu mobile, qui est un festival qui met en lumière des textes théâtre pour une première fois. Et ensuite, il y a tout un travail d'écriture là, plus avec le quartz qui s'est fait là, pour le récit. Et toi, Jeannie, dans la pièce, tu joues le rôle de la fille. Peux-tu nous expliquer ton impact dans l'histoire et quelle est vraiment l'histoire de ce personnage-là? Bien, en fait, un peu comme Isabelle l'a dit, c'est ça, c'est une fille qui accompagne sa mère, finalement, qui a de la neurodégénérescence cognitive. Puis c'est ça, ce chemin émotif-là du deuil blanc, finalement, tu sais, de toutes les étapes qu'on peut vivre pendant ce deuil. C'est ça. Puis en fait, autant dans des grands moments, dans des envolées, dans du rire, dans des moments de proximité que dans de la colère, de la frustration, du doute. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez le plus hâte de présenter aux gens de demain, aux spectateurs? Ce qui me vient le plus rapidement, je pense que c'est surtout de le jouer ici, c'est de voir Francine peut-être sous un autre jour, de découvrir cette mère-là autrement. J'ai vu le spectacle ailleurs. Là, de voir le spectacle dans la ville dans laquelle je suis venue au monde, puis où ma mère, Francine Turbide, a passé l'essentiel de sa vie. Je sais que c'est un public qui va peut-être découvrir cette histoire-là, mais il y a une partie du public aussi qui arrive quand même avec un attachement à une histoire qu'ils ont connue.
Fait que je pense que j'ai hâte de voir comment ils vont recevoir la pièce. Puis j'ai vraiment un souhait qu'ils embarquent dans cette proposition-là d'un personnage d'une mère et d'une fille qui est devenue plus juste moi puis ma mère. C'est une histoire mère-fille. C'est devenu une histoire à tout le monde. Ouais. Mais moi, je vous jure, vous sortez du spectacle, puis vous serrez les gens que vous aimez, puis vous célébrez la vie. Ouais. La pièce est présentée dès ce soir à l'Agora des Arts et d'autres représentations auront lieu chaque soir jusqu'au 8 novembre à l'Agora. Alors, dans les prochaines semaines, Nos mères meurent et nous n'y pouvons rien sera également présenté à Val-d'Or, Ville-Marie, La Sarre et ailleurs en région. Je vous invite à consulter le site du Théâtre du Tandem pour ne manquer aucune représentation. Thomas Verdon des Huskies de Rwanda est nommé l'attaquant par excellence pour les mois de septembre et d'octobre dans la LHJMQ. On vous donne tous les détails et plus encore sur ses performances au retour. Et au sport, Thomas Verdon des Huskies de Rwanda est nommé l'attaquant par excellence pour les mois de septembre et d'octobre dans la LHJMQ. Le joueur de 20 ans a récolté 25 points en 15 matchs au cours de cette séquence. Celui-ci débute par ailleurs novembre au 3e rang des meilleurs pointeurs du circuit, en plus de trôner au sommet des passeurs de la Ligue. De plus, le vétéran est en voie de battre ses propres records avec des filets marqués ainsi que des points en cette présente campagne. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Bon, la météo, Justine, encore de la pluie pour demain. Eh oui, Anthony, de la pluie et toujours pas de neige en vue avant la fin de la semaine. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend, eh bien, ce sera partiellement nuageux dans le ciel de l'Abitibi-Témiscamingue avec un minimum de 0 au nord et de 3 au sud. Demain, une journée froide et pluvieuse nous attend. Ce sera nuageux avec de la pluie au courant de la journée et un maximum autour de 4-5 degrés. Et en aperçu pour jeudi sur l'ensemble du territoire, ce sera ensoleillé avec un maximum de -3. Demain, ce sera notre dernière journée au-dessus du zéro avant un petit bout. Tout le reste de la semaine, les températures seront dans le négatif. Alors, l'hiver est à nos portes, Anthony. Oui, toc, 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 qui est là, l'hiver. Merci beaucoup, Justine. Et merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.